L'eau, le téléphone, l'électricité, mesdames et messieurs, sont des éléments très importants dans notre quotidien, mais sujet à discussion car jugés trop élevés par les populations. Nous allons savoir dans cette émission, sommes-nous réellement anarqués entre griffes, mesdames et messieurs, par ces structures en charge de leur gestion, ou est-ce les conséquences de la mauvaise gestion à notre niveau, dans notre habitat? Bienvenue d'Habitat la Une, nous nous retrouvons dans quelques secondes. Un coup d'œil dans nos résidences privées, dans nos cités et campus, ou même dans nos bureaux, mesdames et messieurs, laisse entrevoir quoi? Une certaine négligence qui nous coûte très souvent très cher. Mesdames et messieurs, bienvenue à Habitat la Une, le sommaire c'est maintenant. Représentant près de 30% du budget des ménages, les charges liées à l'électricité, à l'eau et au téléphone sont souvent source de discussion. Mais les augmentations sont-elles toujours du fait des structures de l'État? Savons-nous nous-mêmes bien gérer nos énergies? Notre reportage nous le situera en nous proposant une nouvelle formule pour une meilleure gestion des énergies. Après la vaste opération de déguerpissement des bordures de mer dans le district d'Abidjan, une autre phase des plus importantes reste son occupation. Notre expert dans l'œil de l'architecte nous fera des propositions allant dans ce sens. Après avoir mis nos enfants sur la route de l'école, il s'avère plus important de veiller à leur santé durant l'année scolaire. Suivez Bienvenue chez moi pour savoir ce qu'il faut mettre dans le cartable de nos enfants pour qu'ils soient toujours en bonne santé. La construction fait intervenir plusieurs acteurs qui n'ont pas forcément bénéficié de formation de base. Notre expert dans les bons plans nous donne les avantages d'une bonne formation. Comment mettre fin au gaspillage, mesdames et messieurs, et quelles sont les dispositions à prendre pour voir nos différentes factures diminuer et surtout, mesdames et messieurs, des petits secrets pour vous permettre d'avoir une gestion assez intelligente de nos énergies. C'est parti. Le constat que je fais aujourd'hui au niveau d'Abidjan est que nous gaspillons l'eau, nous utilisons l'eau n'importe comment, nous oublions que l'État fait un effort pour nous, pour mettre tout ceci en place pour nous, pour qu'au moins nous puissions vivre avec l'eau, que l'eau qui est la source de vie. Les gens exagèrent, ils utilisent trop l'électricité, l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ce n'est pas eux qui payent les factures, c'est l'État. Donc on gaspille. Chez nous, nous utilisons les courants à 4 dans le domaine de l'électricité. On utilise les courants à 4. Donc la gérance, là, vraiment, on ne s'amuse pas avec. Il y a pénurie d'eau, il y a le coupure de courant. Quand tu l'utilises trop, tu vas payer plus la carte. Tout le monde ne sait pas comment utiliser ce que l'État nous donne. Il faut une sensibilisation pour que les gens puissent utiliser ce que l'État nous laisse comme une richesse pour nous. Prenons soin de ce que l'État nous donne pour ne pas gaspiller, pour que demain nous en bénéficions, pour que demain aussi nos enfants aussi puissent en bénéficier, ceux qui viennent derrière nous. Bon, il faut organiser je ne sais pas si c'est je peux appeler ça des réunions, sensibiliser les gens et leur montrer comment il faut utiliser ce genre de l'eau et le courant. Moi je pense qu'il faut une sensibilisation, il faut sensibiliser les gens proprement dit sur l'eau. Comment utiliser l'eau, montrer aux gens comment on doit utiliser. Par exemple, dans le domaine de l'électricité, dire aux gens que non, quand on est absent, on doit débrancher par exemple tous les appareils. L'eau aussi, bien fermer les robinets quand on s'absente. Il est fréquent lors de nos échanges au marché, dans nos salons, au bureau et sur la place publique de revenir à chaque fois sur le coût de plus en plus élevé de nos factures d'eau, d'électricité et de téléphone. On ne comprend plus rien. Qui de l'État ou des consommateurs sont à la base de cette situation? Savons-nous gérer nous-mêmes nos énergies domestiques? Il faut dire que l'énergie dans notre habitat, y compris l'eau, est une ressource indispensable pour l'épanouissement de la population. Cependant, il faut remarquer que ces ressources sont largement gaspillées. Tous les secteurs d'activité gaspillent, que ce soit le secteur résidentiel, que ce soit le secteur privé,
mais il y a également le secteur public également qui est un des grands gaspilleurs aussi. Prenons le cas des cités universitaires par exemple. Vous allez constater qu'il y a suffisamment de gaspillage, que ce soit au niveau de l'électricité, que ce soit au niveau de l'eau, ce qui empêche même de pouvoir trouver un budget supplémentaire pour aider les étudiants à améliorer même leurs conditions de vie, parce que les charges même pour faire face à l'électricité des cités est énorme. En ce sens que quelqu'un peut utiliser par exemple un climatiseur, l'allumer et puis voyager et fermer son bureau. La lumière allumée dans son bureau, c'est lui seul qui a la clé, il revient 2 semaines après. Et souvent, ce n'est pas parce qu'il fait exprès, souvent parce qu'il a oublié simplement. Par manque d'outils, on constate malheureusement beaucoup de gaspillage. Et ce gaspillage a une conséquence énorme même sur la planification du développement national et régional. Vous constatez, quand vous construisez un barrage ou bien une centrale électrique, après un bout de temps, ce n'est plus suffisant parce que le gaspillage consomme une grande partie de l'ouvrage que vous avez mis à la disposition des populations. Donc cela crée un problème d'autosuffisance même en énergie. Voilà pourquoi, désormais, il faut mettre à la disposition des uns et des autres des outils réels qui permettent à chacun de pouvoir piloter. Souvenons-nous, dans les années antérieures, du gaspillage constaté dans les résidences, cités et services de l'État, situation qui, selon certains experts, a fini par changer le comportement des populations. La gratuité ou les subventions, dans certains cas, n'ont pas réellement aidé les bénéficiaires ou les ayants droit à une gestion rigoureuse des énergies domestiques. C'est pourquoi, face à cette situation, il est proposé une nouvelle forme de gestion, dite gestion intelligente de nos énergies. Mais que signifie-t-elle et quels sont ses domaines d'application? La gestion intelligente des mouvements d'énergie consiste simplement à soumettre tout consommateur d'énergie, que ce soit une ampoule, que ce soit une machine à laver, à une instruction. Et cette instruction doit être préétablie par une hiérarchie, une autorité. L'autorité peut être papa dans la maison, ça peut être maman dans la maison, ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être le gestionnaire d'un immeuble, le gestionnaire d'un site industriel. Par exemple, une ampoule, on peut lui dire, vous ne vous allumez que lorsque cela est nécessaire, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un et s'il fait sombre. La gestion intelligente des mouvements d'énergie inclut 3 solutions fondamentales. La première solution, c'est le coffret électrique intelligent qui permet de gérer tout ce qui est équipement consommateur d'électricité. Avec ce coffret, vous avez la possibilité d'inculquer des instructions précises. C'est-à-dire, si vous devez allumer un climatiseur, le système prendra la décision de l'allumer et à quel moment il faut l'éteindre pour correspondre à votre budget en fonction de ce que vous pouvez payer. Si vous avez une ampoule également, le coffret électrique intelligent va décider de l'allumer pour vous en fonction des contraintes de budget et de fonctionnement et de production. C'est-à-dire, il peut décider que la pièce n'étant pas occupée et qu'il ne fait pas chaud, ce n'est pas la peine d'allumer par exemple le climatiseur. Et vous permet de réaliser des économies énormes. Vous pouvez économiser de 10 à 50% sur la consommation d'électricité. Et cela aura un impact sur votre facture d'électricité qui va baisser. Et de facto, vous devenez un agent qui contribue à l'autosuffisance en énergie, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais de la sous-région. Et vous devenez même un ami de l'environnement, qui permet à l'environnement d'être un environnement sain et donc de protéger même la couche d'ozone. Le deuxième niveau, c'est le coffret hydro-intelligent, qui s'inclut dans la gestion intelligente des mouvements d'eau potable. Donc, la gestion intelligente des mouvements d'eau potable avec le coffret hydro-intelligent vous permet de gérer l'eau dans votre bâtiment, dans votre site, dans votre habitat, comme vous gérez l'électricité. S'il constate que votre bâtiment est vacant, que les gens sont partis à l'école ou bien ils sont allés à la maison la nuit, lui il va se charger de fermer toutes les vannes, de fermer les robinets et de les ouvrir. Donc pas question d'oublier quelque chose et puis l'eau va couler, inonder des choses après. Et en plus, s'il constate qu'il y a un tuyau qui est cassé et que l'eau coule depuis 30 minutes, lui, il va constater qu'il y a certainement eu un problème et il va fermer le robinet central et vous permettre d'économiser de l'eau. Le troisième niveau consiste simplement à utiliser votre
téléphone avec un système intelligent qui est appelé le TGE, qui va vous permettre d'utiliser votre téléphone partout où vous êtes. Si vous êtes en voyage, si vous êtes allé loin de votre lieu habituel, c'est-à-dire de votre bâtiment, de votre résidence, vous pouvez utiliser votre téléphone pour allumer et éteindre une ampoule, allumer et éteindre votre télévision, allumer et éteindre votre climatiseur et votre chauffe-eau, tous les équipements que vous avez. Vous pouvez même l'utiliser pour fermer un robinet. Il est clair que la gestion intelligente place les nouvelles technologies de la communication au centre de la gestion de nos énergies. L'objectif aujourd'hui de chaque ménage est de faire le maximum d'économies, car il faut savoir que dans beaucoup de foyers, les charges liées aux factures s'élèvent à 30% du budget des ménages. Il revient donc à tout un chacun de mener une politique de contrôle rigoureuse de nos installations, que le bien immobilier appartienne soit à l'État, soit à un particulier. Nous perdons beaucoup de ressources, beaucoup d'argent dans les petites choses que nous négligeons, c'est-à-dire dans le gaspillage. Vous imaginez, dans une consommation, vous pouvez facilement perdre 1000 francs par jour parce qu'une ampoule reste allumée, un climatiseur a été oublié. Si vous perdez 1000 francs par jour sur 40 ans de vie dans une résidence, cela vous fait plus de 14 millions de pertes sur 40 ans. Cela contribue à appauvrir la population. Au niveau de l'État, c'est-à-dire le gouvernement lui-même, notre appel, c'est de demander à toutes ces structures-là à adopter ces solutions pour pouvoir diminuer ou bien éradiquer entièrement ces gaspillages-là. Maintenant, pour les opérateurs immobiliers, pour les architectes, il faut inclure cela dans les concepts, même des plans, dès le départ, pour qu'on ait une gestion intelligente de tous les systèmes qui vont être utilisés dans ces bâtiments. Si on le fait bien avec les architectes, les promoteurs immobiliers et tous ceux qui interviennent dans la chaîne de valeur des constructions, de bâtiments, on pourra faire de la Côte d'Ivoire un pays puissant, un pays où la vie devient moins chère. Mesdames et messieurs, une autre étape dans ce numéro de Habitants à la Une, et bien après la grande phase de déguerpissement et de destruction des habitats spontanés tout au long de plages du côté de Port-Bouët, et bien une autre se présente, c'est bien sûr celle de l'occupation. Nous allons, avec un autre expert en la matière, et bien faire des propositions dans ce sens. C'est parti dans l'œil de l'architecte. Quel constat faites-vous après les opérations de déguerpissement le long des plages de Port-Bouët? Pour tout déguerpissement, c'est difficile pour les populations qui vivaient sur ces espaces. Mais je pense que c'était dans un souci de bien-être de la population, de sa sécurité, que l'État a pris cette décision. Le déguerpissement étant fait, je pense qu'il serait très utile de mettre ces espaces en valeur parce que la nature aura du vide. Si rien n'est fait sur ces espaces, il y aura encore des installations anarchiques et ça ne serait pas bien pour nos populations. Quelles propositions pour un aménagement optimal de nos plages? Il y a plusieurs éléments que nous pouvons proposer. Au niveau des loisirs, on peut créer des espaces de jeu pour toutes les familles. Les samedis, dimanches, ces familles pourront venir se détendre. Il y a aussi des espaces gastronomiques qu'on peut proposer. Nous pouvons proposer aussi des espaces de spectacle en bordure de mer. Il y a un élément aussi qui est très primordial parce qu'il y a l'avancée de la mer. Donc il y a des aménagements que nous pouvons faire qui vont stopper un tant soit peu l'érosion de nos plages. Et il y a aussi le côté touristique, c'est-à-dire bien aménagé, ça va attirer non seulement les touristes, mais aussi la population locale qui viendra les samedis, dimanches pour se détendre. Ça va faire entrer les devises et valoriser la ville, valoriser le pays et développer le côté touristique de la ville d'Abidjan. Quels conseils pouvez-vous donner aux usagers et autorités pour un meilleur entretien des abords de nos plages? À nos autorités, c'est de tenir compte des aspirations de nos populations. Tout le monde doit se sentir concerné. Qu'on soit riche, pauvre et tout le monde doit se sentir concerné. Parce que les abords de plage n'appartiennent pas à une seule classe, ça appartient à tout le monde. Que je sois de Cocody, je sois de Port-Bouët, je sois de Gonzague, tout le monde est concerné par ces aménagements. Et cela doit se ressentir par l'acquisition des coûts des aménagements qui seront proposés. C'est-à-dire chacun doit pouvoir faire un aménagement, chacun doit pouvoir prendre un espace pour développer une activité
dans le domaine touristique, détente, aux usagers, c'est de prendre soin de ces espaces aménagés. Chacun doit se sentir concerné parce que c'est pour notre bien-être. L'entretien, le bon fonctionnement dépend de tout un chacun de nous. Mesdames et messieurs, vous suivez Habitat la Une sur la chaîne qui rassemble. On fera un petit recap de tout ce que nous avons vu depuis le début de ce numéro. Et bien, des astuces, des conseils à avoir pour faire diminuer considérablement le coût supposé de nos différentes factures. Et aussi, mesdames et messieurs, toutes les dispositions à prendre dans ce sens. Vous avez aussi vu en début d'émission, dans l'œil de l'architecte, des propositions de solutions pour un meilleur aménagement de nos plages. Allez, nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la suite de ce numéro. Mesdames et messieurs, dans le précédent numéro de Habitat la Une, eh bien, nous avons vu comment aider nos enfants à réussir leur entrée scolaire. Et cette fois-ci, nous allons nous attarder sur la santé. Et oui, à travers leur cartable. Bienvenue chez moi, c'est maintenant. Bienvenue chez moi. Je suis Solange Amand. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur un sujet qui est d'une importance capitale pour nous tous. C'est la santé, mais particulièrement la santé de nos enfants dans leur sac. Nous avons commencé l'école depuis plusieurs semaines maintenant. Et nos enfants sont amenés à aller à l'école avec des goûters à manger en dehors de la maison, là où nous ne maîtrisons pas forcément tous les paramètres. Alors, nous devons de prendre les dispositions pour que la santé de nos enfants soit préservée. L'enfant est en âge de croissance quand il va à l'école, alors il a vraiment besoin d'énergie. Nous allons privilégier les aliments pleins de protéines, les aliments pleins de sucre. Nous pouvons certes en trouver en supermarché, en grande surface, en boutique, mais nous recommandons aux parents de créer ces occasions-là, de préparer avec les enfants leur goûter. Nous allons choisir entre autres comme goûter des sandwichs. On fait le sandwich de l'enfant avec à l'intérieur des produits difficilement périssables, donc plus facile à conserver. Il faudrait prendre la peine d'emballer ce sandwich-là dans du papier alu ou alors dans du papier film cellophane, de telle sorte à le maintenir dans une certaine hygiène. Il ne faudrait pas oublier de rajouter à ce sandwich-là un fruit ou des légumes. En plus de cela, une boisson. La boisson, ça peut être de l'eau, simplement. Sur le marché ivoirien, nous trouvons des goûters de tout type. Nous avons des goûters, comme je l'ai dit tout à l'heure, manufacturés, directement disponibles en supermarché ou en grande surface. Mais nous avons aussi des goûters locaux. C'est bon, c'est plein de santé, c'est plein d'énergie pour notre enfant. N'oublions pas, tous les goûters de nos enfants doivent être conditionnés absolument en boîte à goûter. Avant de les refermer, nous devons prendre la peine de vérifier que ces goûters-là sont préemballés dans du papier film ou alors dans du papier alu. N'oublions pas aussi, la boisson de l'enfant doit être conditionnée en bouteille hermétiquement fermée ou alors dans une goutte simplement. Et il faut prendre la peine de choisir son goûter avec l'enfant pour ne pas courir le risque de le voir revenir à la maison avec une boîte de goûter pleine. Ce serait du gaspillage et puis ce serait dommage parce que l'enfant serait resté soit dans la faim ou alors il aura consommé quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc autant choisir ce qu'il veut. Quand notre enfant revient de l'école, prenons la peine de récupérer avec lui le sac et de vérifier le contenu du sac. Est-ce qu'il a consommé son goûter? Qu'est-ce qu'il a aimé? Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? Toujours est-il qu'un goûter non consommé ne doit pas être remis dans la boîte à goûter pour une autre consommation.
adapter, changer le goûter, mettre quelque chose de meilleur, mettre quelque chose qu'il apprécie mieux. Merci et continuez d'accompagner vos enfants. Et si l'on parlait à présent des qualifications des intervenants dans un projet immobilier, quelle formation, quelle aptitude, tout savoir dans les bons plans. Quel constat faites-vous de l'intervention des acteurs dans les promotions immobilières de manière générale? Le constat que l'on fait dans tous les programmes immobiliers, on peut dire qu'il y a d'abord plusieurs intervenants. Alors quand il s'agit des acteurs qui interviennent dans le domaine de la construction, dans un programme immobilier, vous avez le promoteur lui-même. Le promoteur peut être issu d'une école de formation du bâtiment, comme être arrivé dans le programme, donc n'a pas de qualification. Ensuite, vous avez les collaborateurs du promoteur. Les différents collaborateurs du promoteur sont des jeunes techniciens, des ingénieurs qui sont eux issus déjà des écoles, donc ont une qualification. Ensuite, en tant qu'intervenant dans la mise en exécution, par exemple, du programme, donc dans la construction, par contre, vous avez des ouvriers. Et c'est là où le constat, je le dirais, pas qu'il est amer, mais le constat est réel, c'est que toutes ces personnes n'ont pas de qualification. Donc, c'est des personnes qui, généralement, ont pu avoir des années d'expérience dans divers programmes et qui sont amenées à travailler sur des sites, soit en tant que maçon, en tant qu'électricien, plombier, dans tous les domaines du bâtiment, même dans la voirie. Donc les exécutants d'un programme immobilier, pour la plupart du temps, sont des personnes qui ne sont pas qualifiées. Allant de ce constat, l'expérience peut-elle devenir une qualification aujourd'hui? Je dirais que l'expérience peut être une qualification aujourd'hui. Et il faut d'ailleurs attirer l'attention au niveau du gouvernement, leur demander vraiment de mettre en place, pourquoi pas, des systèmes qui pourront amener aujourd'hui ces personnes qui ont appris sur le tas à passer à une qualification. Donc à avoir des certificats, des acquis qu'ils ont pu avoir. Peut-être que par faute de moyens, ces personnes n'ont pas pu avoir accès à l'école. Mais elles ont pu apprendre, donc elles ont été formées. Et généralement, ce sont des meilleurs. Ces personnes sont beaucoup plus meilleures même que ceux qui sont tout de suite issus d'une école. Parce que le côté pratique, ceux qui sortent de l'école ne l'ont pas. À la différence de celui qui, déjà sur place, a appris sur le tas. Les jeunes filles ont-elles leur place dans le métier du bâtiment? De nos jours, les jeunes filles sont beaucoup dans le métier du bâtiment, dans le domaine de la topographie. On trouve des jeunes filles aussi qui sont des géomètres. Vous le constaterez, nous avons des jeunes filles qui sont issues d'écoles de bâtiment. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux différents acteurs au sujet de la qualification et de la certification dans la construction? Tous les promoteurs, tous les constructeurs ont un ministère et c'est celui de la construction. Donc c'est celui-là même qui déjà peut porter toutes nos doléances auprès du gouvernement. Alors ce serait bien qu'il y ait vraiment des échanges avec les chambres qui tout de suite permettent de recenser déjà les différentes possibilités qu'on peut offrir à toutes ces personnes qui, ayant appris sur le tas, peuvent aujourd'hui espérer avoir des certificats pour ne serait-ce que reconnaître les acquis qu'ils ont déjà, eux, sur les différents chantiers où ils exercent. Et je pense que si nous arrivons aujourd'hui à certifier ces personnes, on serait amené à éviter beaucoup de risques. Parce que ces personnes, certes, elles ont une qualification, mais qu'il faut approfondir. Qui dit apprendre sur le tas ne dit pas forcément avoir les normes réelles. Donc il faut donner des formations qualifiantes en tenant compte aussi du fait que ce sont des personnes qui sont analphabètes. Donc c'est tout un programme qu'il faut étudier pour pouvoir mettre en place des modules et ces modules peuvent être expliqués un peu dans un langage accessible à ces personnes. Si on arrive à les former, ces jeunes ne vont plus parler d'immigration. Quand ils se déplacent dans un pays, ils se disent oui, je vais aller dans tel pays parce que tout de suite j'aurai une reconnaissance de ce que j'ai acquis. Et je pense que le gouvernement ferait bien d'y penser à travers nos différents ministères. Mais je pense qu'en dehors du ministère de la Construction, il y a celui de l'Éducation. Peut-être que déjà, c'est des choses qui sont pensées, mais qui serait bien que ce soit à la portée de tous, que les gens soient informés. Tout
ce que vous devez savoir sur le logement, sur l'habitat et la construction chez nous en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr dans Habitat à la Une. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour encore parcourir ce beau petit monde qui nous intéresse tous et surtout ces sujets passionnants. Ne l'oubliez jamais, tous ensemble, prenons grand soin de notre habitat. Pour toutes vos suggestions et participations à l'émission, contactez-nous à l'adresse email suivante habitat@rti.ci ou via notre page Facebook www.facebook.com/habitat à la une/